Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, une fois de plus à cette émission Écho du Palais. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de maître Charlène Yangazo, à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour. Maître Charlène Yangazo est coordinatrice de l'ONG Outre-Neuve. Mesdames et messieurs, la Congolaise au centre de toutes les ambitions, c'est cela bien le thème de la journée, le thème national de la journée internationale des droits des femmes. Eh bien, une catégorie des femmes nous intéresse aujourd'hui, c'est la catégorie des femmes qui sont en détention, les femmes qui sont derrière le barreau. Est-ce que cette catégorie des personnes peut espérer à une émancipation ou bien elle peut se taper également le droit de réclamer d'être au centre justement de ses ambitions comme toutes les autres Congolaises? Maître Charlène Yangazo est spécialiste de ces questions relatives aux femmes qui sont en détention. Avec elle, nous allons devoir parler de cette question de l'émancipation de ces femmes qui sont derrière le barreau. Alors, Maître Charlène Yangazo, nous venions de célébrer le 8 mars dernier la Journée internationale des droits des femmes. Et le thème national était la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Alors, la première des questions que je m'en vais vous poser pour la compréhension de nos téléspectateurs, par ce thème national, quelles leçons nous pouvons tirer pour toutes les femmes en général, avant d'aborder la question des prisonnières? Bon, les thèmes, à mon avis, est bien choisi. Aujourd'hui, nous pensons que les femmes peuvent espérer à toutes les ambitions. Les femmes ne sont plus celles d'hier, parce que la femme d'hier, à mon sens, n'était pas une femme qui avait tellement des ambitions par rapport à celle d'aujourd'hui. La femme d'hier n'était pas une femme émancipée par rapport à celle d'aujourd'hui. La femme d'hier n'avait pas l'autonomisation, en tout cas sur le plan économique, par rapport à celle d'aujourd'hui. La femme d'aujourd'hui, à mon sens, est une femme ambitieuse. La femme d'aujourd'hui veut aller loin dans sa vie. La femme d'aujourd'hui a une vision un peu plus large par rapport à sa destinée, par rapport à son lendemain, par rapport à son bien-être en tant que personne humaine. Et on voit quoi au fait lorsqu'on parle de l'émancipation? Qu'est-ce qu'on doit concrètement comprendre lorsqu'on parle, on vise l'émancipation, une femme émancipée? On comprend quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par l'émancipation? Ben, je sais qu'on peut comprendre par l'émancipation, c'est le fait de s'affranchir ou d'affranchir par rapport à un État. Par exemple, à un état de dépendance, comme je l'avais dit tout à l'heure, que la femme d'hier était une femme reculée, une femme qui n'avait sa place que dans la cuisine et dans la chambre. Ce n'est pas le cas pour la femme d'aujourd'hui. La femme d'aujourd'hui est au salon, la femme d'aujourd'hui est à l'extérieur, la femme d'aujourd'hui est une femme travailleuse, elle n'est pas seulement commerçante, elle est une femme épanouie par rapport à celle d'hier. Donc, il y a ces changements d'état, d'indépendance. Il y a de l'affranchissement, en fait, par rapport à son état d'indépendance, à l'homme, à sa famille, à la société. C'est aussi l'affranchissement par rapport aux préjugés. La femme d'hier était sujet d'ailleurs, sujet
également objet de beaucoup de préjugés. Ce qui n'est pas aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas avec la femme d'aujourd'hui qui est une femme émancipée, parce que cette femme-là s'est affranchie de certains préjugés. Voilà. Mais il semble que certaines personnes donnent à cela une connotation de, je vais dire, de s'égaler à l'homme. Oui. Là, je crois que vous voudrez peut-être parler de la notion de gender. En fait, l'égalité avec l'homme, c'est sur le plan des principes. C'est sur le plan des principes. Les mêmes opportunités, les mêmes chances. Oui. Donc, les mêmes chances que l'on accorde à l'homme sont également accordées à la femme. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle femme. C'est la femme qui se prend en charge. Mais parce qu'aujourd'hui, on crie l'émancipation, on crie, on veut bien atteindre nos ambitions, mais techniquement, on n'est pas à la hauteur. Hein? Il faut la méritocratie. La femme doit mériter cette égalité des chances. Okay. Là, en fait, cette femme qui a cette vision d'aller loin dans sa vie. Cette femme qui a eu cette opportunité d'aller à l'école, s'est formée au même titre que l'homme, doit avoir la même chance que son collègue, que son partenaire homme. C'est dans ce sens-là que nous pouvons parler de l'égalité. L'égalité des chances, l'égalité d'ambition, égalité en fait, sur le plan économique, parce que la femme doit également vivre son indépendance économique par rapport à l'homme, ce qui certainement n'était pas le cas hier, parce que hier, par exemple, la femme mariée n'avait pas... ne vivait pas l'autonomisation. Elle était trop dans la dépendance. Trop dans la dépendance. Mais justement, bon, pour ne pas vous arracher la parole, mais vous êtes chrétienne, c'est juste une petite incise. Lorsque la parole dit que les désirs de la femme seront tournés vers les hommes, est-ce que vous pensez que ces principes aujourd'hui que nous prônons marchent à l'encontre de la parole? Je ne pense pas que ces deux principes se contredisent. Voyez-vous? Parce qu'une femme chrétienne, travailleuse, ramène sa dîme. Au même titre que l'homme, travailleur chrétien, qui doit ramener sa dîme, payer sa dîme à l'église. La femme travailleuse contribue au ménage, juste, aux charges du ménage, certainement au même titre que l'homme. Parce que même dans notre législation, le législateur congolais a posé ces principes, que l'homme et la femme doivent contribuer au ménage. Oui, aux charges du ménage. Et vous êtes juriste, vous êtes avocate. Comment aujourd'hui, quelle lecture faites-vous par rapport à la femme dans la profession d'avocate ou bien de magistrate dans la magistrature? Est-ce que la femme est aujourd'hui à la hauteur? Bon, je ne dirais pas que la femme... Moi, je ne peux pas dire que la femme n'est pas à la hauteur, parce que ça fait quand même des années que je suis dans la profession. Des années que vous êtes dans la profession, et vous êtes au quotidien, vous rencontrez les femmes dans la profession, et bon, les hommes vous disent que vous ne pouvez pas être à la hauteur, mais vous qui affrontez les femmes, et les hommes aussi, mais principalement les femmes dans la profession, pouvez-vous dire que on peut relever les défis? On peut largement. Ou vous relevez le défi au quotidien? C'est ce que j'ai fait au quotidien. Voilà, je sais que nous courons derrière les temps, mais je vais quand même vous raconter une petite histoire. Au début de ma profession, par exemple, j'étais dans une procédure contre un confrère homme. Eh bien, à ce moment-là, j'étais encore toute petite, j'étais mince, je venais d'arriver dans la profession et rien qu'en me regardant, de par mon apparence, le confrère m'a sous-estimé. Et c'est un magistrat qui lui a dit, non, ne sous-estimez pas cette dame parce que je la connais. Je la connais, vous risquez d'être surpris.
Et je vous jure qu'à la fin de la procédure, à la fin du procès, son client a été condamné à la peine capitale à ce moment-là. Et c'est lui, parce que je n'étais pas véhiculée en ces moments-là, et c'est ses confrères-là qui vous a pris dans son véhicule pour me déposer jusque chez moi. Wow. Et depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, le respect s'est installé. Juste. Il me respecte. Donc il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. On ne se fait pas de cadeau. Surtout lorsqu'on est femme, il faut doubler les efforts. Il faut donner plus. Alors, revenons à notre sujet principal de la femme en milieu carcéral. Maître Charlie, vous êtes spécialiste, vous êtes au quotidien où vous rencontrez les femmes qui sont derrière les barreaux. Déjà, je voudrais peut-être faire un recul comparant le régime passé au régime politique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a-t-il un changement dans la prise en charge de la femme qui est en détention? Ou bien c'est toujours les mêmes craintes, les mêmes pleurs, les mêmes soupirs, tout ce que nous décrions dans le passé? Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il quand même une évolution? D'emblée, je dis non. Je dis non, il n'y a aucun changement, il n'y a pas d'évolution. Parce que, en réalité, si la situation avait évolué, je pense que Outre-Neuf n'existerait plus. Si la situation avait évolué, je pense que nous ne ferons plus de plaidoyer. Il n'y aurait plus plutôt des communiqués de presse pour dénoncer justement la situation carcérale de femmes. Ce que nous avons décrié hier se répète aujourd'hui. Et je dirais même à mon sens que la situation de la femme détenue s'est empirée aujourd'hui. Non seulement à Kinshasa, mais aussi dans les autres provinces, et pire encore dans les zones occupées par les forces rebelles. Donc, dire aujourd'hui que la situation de la femme détenue, la situation carcérale de la femme s'est améliorée, voilà, j'y suis arrivée, que la situation carcérale de la femme s'est améliorée, j'ai dit non. Mais vous décriez quoi concrètement? Nous décrions justement ces conditions inhumaines dans lesquelles les femmes détenues vivent. Les femmes détenues ont une alimentation qui laisse à désirer. L'alimentation laisse à désirer, les soins de santé laissent à désirer, même leur lieu d'habitation, les logis, là où ces femmes doivent passer la nuit, laisse à désirer. Tout pratiquement laisse à désirer. Et nous savons également, selon les estimations que nous avons faites et les statistiques que nous avons, il y a dans le milieu carcéral, il y a plus de détenus préventifs que de condamnés. Et même chez les femmes, il y a plus de détenus préventifs que de condamnés. Donc, il y a tellement une surpopulation, parce que tellement que des situations ou des cas de détention préventive s'accumulent, ce qui amène à une surpopulation. Et de par cette surpopulation, l'État ne sait pas correctement les prendre en charge, les nourrir, parce que c'est de la charge de l'État congolais, qui ne sait pas les nourrir convenablement. Et c'est même pour ça que vous verrez que de temps à autre, il y a des situations, des évasions, parce que justement, les conditions carcérales de ces femmes sont à désirer. Maître Charlène, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer de façon régulière ces femmes? Est-ce que Outre-Neuve rencontre ces femmes de manière régulière pour pouvoir écouter, les entendre? Parce que peut-être que dans votre casquette de juriste, dans votre casquette d'ONG, généralement, on vous accuse de trop tirer sur le gouvernement, de trop minimiser même les efforts qui sont fournis par le gouvernement.
Est-ce que ce que vous dites là, vous les détenez de ces personnes elles-mêmes? Nous les détenons en fait, nos sources sont tellement fiables, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, de par cette casquette d'avocate, j'ai facilement accès à ces femmes, parce que j'ai également des clientes qui sont des personnes détenues dans les différentes prisons, et ces femmes nous fournissent des informations qui sont pratiquement concordantes entre ce qu'elles vivent. En fait, l'une peut vous raconter une histoire et vous allez chercher justement à vérifier l'information auprès d'une autre personne, une autre détenue qui va pratiquement vous raconter la même histoire. Alors on s'est dit, ben, si déjà 2, 3 personnes vous racontent des histoires concordantes, c'est que forcément c'est vrai. Dernièrement, vous avez effectué une descente, Outre-Neuve a effectué une descente à la prison centrale de Makala. Vous y avez apporté certains présents, entre autres ceux liés à leur santé hygiénique. Comment ça se passe là-bas? Est-ce qu'il y a quand même une prise en charge de ce côté-là lorsque, par exemple, ces femmes sont pendant leur période? Pour répondre à votre question, j'aimerais tout simplement vous raconter la réaction de ces femmes lorsque nous leur apportons les serviettes hygiéniques. Moi, j'étais surprise. Une fois, on amène des effets à la prison et j'avais besoin d'aller dans le petit coin. Là, j'y vais et je trouve les femmes en train. Il y avait au moins 5 femmes qui étaient en train d'utiliser justement les serviettes que nous leur avions apportées. Et à la place, qu'est-ce que ces femmes avaient? C'était des tissus d'habits. Hein, des tissus d'habits qu'elles utilisaient. Alors que, bon, c'est vrai que lorsque nous étions encore pubères et adolescentes, nous avions l'habitude d'utiliser des bandes appropriées, mais au moins il y avait un soin, oui. Ouais. Il y avait un soin approprié que l'on devait, et c'est ce que nos mamans nous disaient, qu'il fallait apporter des soins appropriés à ces pour se protéger contre les infections. Mais ces femmes n'ont pas de fer à repasser, par exemple. Pour repasser ces serviettes-là. Il n'y a pas, par exemple, des détergents appropriés pour éliminer les bactéries et tout. Alors, c'était triste. Donc, tout reste à refaire dans ces conditions-là. Oui, si déjà ici à Kinshasa, ça pose problème, on se demande... qui sont à l'intérieur du pays. Outre-Neuve alors a un sérieux problème. Il doit quand même descendre dans le Congo profond pour aussi s'enquérir de ces conditions dans lesquelles ils vivent. Malheureusement, Outre-Neuve n'a pas assez de moyens pour... oui, c'est vrai, c'est ce que nous voudrions bien faire. Mais malheureusement, nos moyens sont limités. Nos moyens sont limités et nous nous contentons de ce que nous pouvons. En fait, parfois, nous tendons la main et avec le peu que nos membres contribuent, et même parfois des personnes de bonne volonté contribuent, c'est avec ça que nous essayons de tenter de soulager tant soit peu les besoins de ces femmes. Alors, la Congolaise au centre de toutes les ambitions, est-ce que cette femme derrière le barreau est-elle aussi concernée? Oui. Puisque vous venez de l'affirmer tout à l'heure, qu'il y a ces détenus qui sont plus préventifs. Alors, est-ce que cette femme-là, que ce soit l'une ou l'autre, est-ce qu'elle peut aussi couler en force de la chose jugée? Voilà. Juste. Donc, c'est un peu ça. Alors, revenons à cette question. Est-ce que cette femme peut être considérée aussi, c'est considéré être aussi au centre des ambitions? Est-ce qu'elle peut les exercer? Est-ce qu'elle peut viser aussi
espérer en certaines ambitions pour son indépendance à l'avenir. Oui, l'espoir lui est permis. Mais seulement nous décrions le fait qu'on ne lui donne pas la possibilité d'envisager cela plus tard, à la sortie peut-être de la situation carcérale. Parce que dans Outre-Neuf, par exemple, nous ne prenons pas seulement en charge les femmes pendant la détention. Okay. Mais, oui, non seulement pendant la détention, mais l'ambition va au-delà de la situation carcérale. C'est-à-dire, nous voudrions préparer également la femme à la réinsertion sociale. Parce que nous disons qu'une femme qui est aujourd'hui en détention ne restera pas éternellement dans cet état-là. Donc, il faut préparer cette femme à sa sortie de la prison pour qu'elle ne devienne pas une charge déjà pour elle-même, une charge pour sa famille et une charge inutile pour la société. Et parce que nous constatons que lorsque une personne sort par exemple de la prison et qu'elle continue à vivre dans l'activité, généralement il y a récidive. Il y a récidive et parfois la personne retourne C'est comme ça que vous constaterez que les mêmes personnes relâchées reviennent trop souvent. Justement parce que leur réinsertion n'a pas été préparée. En fait, c'est comme ça que nous disons que la femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est aujourd'hui en détention, peut espérer demain être une femme autonome. Et c'est taper aussi la poitrine de dire que non, voilà, c'est vrai, j'étais en prison, mais maintenant, je peux aussi faire quelque chose pour la société. Mais pour cela, il faudrait que l'État congolais qui a le devoir de les prendre en charge et de préparer le lendemain de ces femmes-là, c'est-à-dire leur réinsertion sociale, puisse les mettre dans les conditions adéquates pour se faire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas, mais ce gouvernement devrait faire quoi concrètement? Parce que tout est quand même à décrier. Si déjà les basiques ne sont même pas à leur portée, on se demande encore si cet aspect-là de la prise en charge psychologique de la réinsertion pourra être effective. Comment est-ce que le gouvernement peut procéder à ce que cette femme qui sort aujourd'hui de la prison, pour que demain, à sa sortie, qu'elle ne puisse pas être tentée de pouvoir retourner à ce qui l'a poussé dans cette situation-là? Ce que le gouvernement pourrait faire aujourd'hui, c'est par exemple mettre en place une bibliothèque. Dans une prison? Dans une prison. Mettre en place une bibliothèque fournie avec des thèmes dans des ouvrages de thèmes spécifiques qui puissent aider les détenus à pouvoir nourrir leurs esprits déjà. Parce que lorsque ces gens, les détenus doivent passer autant de temps sans lire, même la personne qui était une intellectuelle, autant de temps sans lire, on s'abrutit. On s'abrutit. Alors, nous commençons déjà à nourrir l'esprit par la lecture. C'est de un. De deux, organiser des formations. Donc, vous voulez dire que tout ça, là, il n'y en a pas? Il n'y en a pas en prison. C'est-à-dire, par exemple, comme nous sommes en train de parler de femmes, organiser, par exemple, des formations de la coupe et couture. Organiser des formations d'esthétique et coiffure. Parce que là, ça ne prend pas, le budget ne sera pas aussi exorbitant que l'on pourrait croire. Au moins, des petites formations comme ça. Une femme qui était en détention, mais qui s'est formée, par exemple, en coupe et couture. À sa sortie de la prison, facilement, la réinsertion sociale sera facile parce qu'elle va soit
créer son propre atelier de couture, ou alors aller travailler dans un autre atelier, en fait, s'employer dans un atelier d'une autre personne et arriver à se prendre en charge. Une femme qui a eu la formation d'esthétique et coiffure, la femme aime être belle. Aime être belle. Donc, cette femme ne va pas manquer de clients. Et lorsqu'on a assez de clients, on se fait également de l'argent et facilement, on se prend en charge soi-même et on a même la possibilité de prendre en charge d'autres personnes. Parce que cette femme qui a été formée comme cela peut également, à sa sortie de prison, former également d'autres personnes. J'ai recevais une juriste toujours sur ce plateau qui disait qu'il était également possible pour les prisonniers de pouvoir bénéficier d'un enseignement, disons ceux qui peuvent obtenir un diplôme d'État par exemple, ils peuvent, on instaure par exemple un système d'éducation en ligne, hein, ils peuvent bénéficier même d'un enseignement scolaire, d'un programme scolaire toute une année, et à la fin même en prison, il peut même y avoir des diplômés, quelqu'un qui sort de la prison, mais qui a été pris en charge depuis la prison et jusqu'à sa sortie, il peut obtenir son diplôme d'État et dès qu'il sort, ça lui pousse quand même à pouvoir avoir des ambitions peut-être d'aller faire l'université. Oui, cela est possible, mais seulement puisque là, il faudra que cette femme qui doit suivre cette formation en ligne puisse détenir un téléphone portable. Ce qui n'est pas permis. Maintenant, si on place par exemple comment je vais dire, un centre d'informatique avec une connexion qui peut permettre... Oui, hein, ça c'est très possible. Ça c'est très possible, mais il y a, en dehors de ça, il y a aussi la formation en présentiel. Donc, en dehors de la formation en ligne, on peut également organiser des formations en présentiel, c'est-à-dire prendre une catégorie de personnes qui voudraient suivre telle ou telle autre formation, appeler un formateur et dresser un calendrier. Cette personne vient les enseigner en présentiel. Là, au moins, il y a une interaction entre les formateurs et les formés. Et je crois que là, je pense que là, c'est beaucoup plus adapté que la formation en ligne. Oui, c'est vrai. Oui, c'est juste un autre mécanisme de toute façon. Si en ligne, ça ne peut pas être possible, mais le gouvernement peut en tout cas disponibiliser de tous ces moyens-là pour... Si vraiment on s'en tient à ce que la personne qui sera libérée demain après-demain puisse connaître une réinsertion sociale facile au fait. Donc rien n'est perdu. Tout revient donc au gouvernement de pouvoir mettre en œuvre tous les moyens possibles pour que ces femmes puissent demain après-demain se dire, nous avons été prises en charge par le gouvernement et aujourd'hui nous sortons du milieu carcéral indépendant, capable d'affronter la vie. Exactement. Alors, Maître Charlie, vous avez dit que beaucoup de personnes, il y a une surpopulation dans notre prison. Pensez-vous que toutes ces personnes sont détenues illégalement? Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi ça ne va pas vite? Pourquoi les ONG décrient le fait que les personnes restent en détention sans aucun jugement? Et pourquoi cette lanterne pendant que c'est chaque semaine que la prison reçoit des gens? Il y a la lenteur de la justice que nous ne cesserons de décrire. Il y a non seulement la lenteur de la justice, mais il y a aussi un fait... Voilà. Vous savez, je pourrais raconter une histoire. Une fois, un monsieur m'a contacté pour me dire qu'il a son neveu qui est en prison. Non, ce n'était pas son neveu, son cousin. Son petit cousin qui était en prison. Ça faisait déjà plus de 6 mois qu'il était détenu. Alors,
m'a demandé de suivre son dossier. Eh ben, il vient, il ouvre les dossiers comme il se doit. Et puis bon, malheureusement, il n'avait pas le numéro du dossier. Mais on m'indique quand même la juridiction devant laquelle l'affaire passait. Et ben là, je me ramène à la juridiction, je me renseigne et effectivement, on regarde dans le registre et on retrouve le numéro du dossier. Et là, je vais me renseigner encore plus. Et bien là, le greffier me dit, ah, mais maître, mais, votre client avait déjà été acquitté. Mais toujours en détention. Il était acquitté, déjà mais pas acquitté, libéré. Mais il continuait à séjourner à la prison. Non, il n'a pas été signifié. Comment est-ce possible? C'est des cas qui sont les gens. Oui. C'est des cas qui sont les gens. Donc, ces messieurs étaient déjà acquittés, mais n'avaient pas de formation qu'il était déjà acquitté. Ben, je vous jure que bon, j'ai quand même eu à travailler, j'ai bouffé de l'argent quand même, sans avoir mais dans fourni, ce cas-ci, mais dans ce cas-ci, je crois que la victime peut intenter aussi une action en dédommagement, non, contre l'État. Elle est en droit. Il y a la Ligue Ferranda, ça c'est une autre paire, mais je crois que c'est toujours possible. C'est toujours possible, mais à se demander si aujourd'hui on est tenté à un procès, un particulier, un quidam, intenté un procès contre la République et que la République venait à être condamnée, est-ce que réellement la personne va percevoir cette somme de condamnation? Ça aussi c'est une autre paire de manches. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça, oui. Qui sont les gens qui font aussi. Nous les appelons les oubliés de la justice. Wow. Oui. Nous les appelons les oubliés de la justice. Donc il y a ces gens qui sont arrivés à la prison. Vous imaginez quelqu'un qui arrive à la prison mais n'a pas de dossier. N'a pas de dossier. La personne n'a pas de dossier, mais comment elle est arrivée à la prison? Mais on pensait quand même qu'avec la nouvelle administration, il y a quand même des autorités, des tutelles qui, lorsqu'elles viennent, elles imprègnent quand même leur présence, elles imprègnent un peu de leur façon de faire. Mais comment est-ce que cette situation qui est connue des années, on n'arrive pas toujours à pouvoir relever la pente? C'est un système. Que l'on décrit quand même. C'est un système. Oui. Alors, Maître Charlène, nous tendons à la fin de notre émission. Donc, vous voulez qu'on accorde quand même un bénéfice ou que l'on puisse, que ces femmes qui sont en détention ne puissent pas se sentir oubliées ou abandonnées. Elles peuvent toujours refaire leur vie ou repartir même à zéro, oui, pour que demain, qu'elles puissent aussi être indépendantes. Oui, oui. Nous disons en tout cas que les femmes détenues ne sont pas les âmes perdues. Ce ne sont pas des âmes perdues, c'est des personnes que l'on peut facilement récupérer et s'en servir demain. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont dans cette situation, mais si on les exploite au mieux, demain, ces femmes peuvent garantir l'avenir de la société. Donc, elles ne peuvent pas se dire, puisque bon, mon casier judiciaire n'est plus vierge, il a quand même certains éléments négatifs, donc rien n'est perdu pour moi. Rien n'est perdu. En tout cas, j'aimerais rassurer ces femmes, les femmes détenues, que rien n'est perdu pour elles. L'avenir reste radieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, le ciel est nuageux pour eux, pour elles plutôt, mais l'avenir reste toujours radieux et que si elles se prennent elles-mêmes déjà en charge et se disent que, bon,
voilà, nous sommes où je suis dans cette situation aujourd'hui, mais cela ne va pas demeurer éternel et que demain, je puis encore apporter quelque chose de positif. D'abord à soi-même, à sa famille et également à la société. Je pense qu'elles peuvent y arriver et l'espoir est toujours permis. L'espoir est permis, mais merci beaucoup, Maître Charlène Yangazo. Je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes coordinatrice de l'ONG Outre-Neuve. Et déjà, pourquoi Outre-Neuve? Outre-Neuve, justement parce que nous nous disons que ces femmes sont dans des conditions qui ne sont pas bonnes aujourd'hui, parce qu'elles ont eu à commettre des actes répréhensibles, mais avec les enseignements et avec la peine qu'elles vont certainement ou peut-être purger, avec les temps qu'elles ont passé en détention, si il y a une huile nouvelle qui leur sont versées, et ben, dans leur vase, le vase vide, s'il y a de l'huile fraîche, ben, demain ou le lendemain, elles vont devenir des outres neuves. Effectivement, elles peuvent aussi espérer à un avenir meilleur, dès lors qu'il y aura une huile nouvelle qui aura été déversée en elles au travers de l'épreuve qu'elles viennent de subir, au travers de la sanction qu'ils ont eu à purger ou non. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en détention, les femmes qui nous suivez en milieu carcéraux de par le monde, sachez que rien n'est perdu, l'espoir est permis. Vous pouvez toujours rebondir et pouvoir être utile pour vous-même, votre famille, mais également pour la société. Vous n'êtes pas oublié, la journée internationale des droits des femmes et également la vôtre. Prenez juste conscience, prenez juste conscience de ce que vous êtes, de ce que vous avez peut-être fait, de ce que vous êtes et ce que vous pourrez faire demain au sortir de votre prison. Merci de l'attention que vous nous avez accordée, mesdames et messieurs, vous tous qui nous avez suivis au travers Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Nous vous disons merci et je dis également merci à l'équipe qui m'a accompagné. Merci à Ghislain qui était derrière, qui a réalisé cette émission. Nous vous retrouvons prochainement avec un autre numéro. Au revoir.